Bonsoir, bienvenue dans ce cycle que nous commençons ce soir avec Gabriel Abensour. C'est toujours un grand plaisir pour moi de recevoir Gabriel à l'Alliance israélite universelle. Nous avons pris l'habitude ces derniers mois de le faire comme cela en visioconférence. Je ne désespère pas que nous puissions le refaire à Paris très prochainement. Gabriel a accepté notre proposition d'animer ce cycle de 3 cours autour de ce qu'il a appelé la modernité rabbinique séfarade au tournant du XXe siècle. Et il va, vous l'avez vu dans le descriptif du cours, consacrer chacune des 3 séances à un rabbin particulier, mais également à une problématique bien particulière, si je ne me trompe pas. Encore une fois, je suis très heureux de l'accueillir. Gabriel est le cofondateur du Beth Midrash francophone Tashma avec Bithia Rosen, que nous recevons également régulièrement. Beaucoup d'entre nous le connaissons via le blog Moderne Orthodoxe, désormais appelé Adraba. C'est toujours passionnant d'écouter Gabriel. Et donc, je lui laisse dès à présent la parole en vous rappelant que pour les questions que vous ne manquerez pas de vouloir poser, nous vous invitons à le faire par le chat au fur et à mesure. Ça sera plus confortable pour tout le monde. Merci encore, Gabriel, et à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Ariel et merci à l'Alliance israélite universelle pour l'invitation. Je vois quelques visages connus, d'autres moins. Donc c'est toujours un plaisir de pouvoir utiliser Zoom à bon escient et notamment pour échanger malgré les distances géographiques. Alors le cours de ce soir est en fait la session de 3 cours qu'on va avoir ensemble durant ce mois. Et est un peu différent de ce que je fais en général, c'est-à-dire que pour les personnes qui ont l'habitude de suivre les cours de Tashma ou même mes interventions à l'Alliance, parce que donc je mets toujours l'accent sur l'étude. Pour moi, l'accent est toujours sur l'étude sur texte. Ça va être aussi le cas durant cette session, mais un peu différemment parce qu'on va beaucoup je vais mettre l'accent cette fois aussi sur l'histoire. Dans mon autre casquette, c'est que je suis aussi doctorant en histoire juive à l'Université hébraïque de Jérusalem. Et dans une certaine mesure, une partie de ce qu'on va voir ce soir et les cours qui vont venir, c'est aussi basé sur ma recherche universitaire, bien que ce n'est pas un cours universitaire volontairement, c'est un cours où on va échanger sur texte. Et on va réfléchir ensemble donc, à ces problématiques-là de donc, ce que j'ai appelé modernité avec un S, modernité rabbinique séfarade au tournant du XXe siècle. Et avant de me lancer dans le cours, j'aimerais avoir un peu aussi vos retours, une sorte d'échange. Donc ça peut être, je pense que le plus simple, c'est de le faire sur le chat, sur lorsque je dis le mot modernité, à quoi pensez-vous? Là, c'est vraiment un jeu associatif. J'invite ceux et celles qui veulent participer à écrire un mot, une phrase dans le chat. Et après, on va rebondir sur ça directement. Donc le chat est à vous. Ok, les lumières. S'il y en a qui pensent aussi à la modernité dans un cadre séfarade, en Afrique du Nord, etc., n'hésitez pas non plus. Des institutions, des noms, des synonymes, des antonymes aussi. Les lumières, un regard différent. La place de la femme, ok, merci. Adaptation. Ok, Lior déjà pose le problème au niveau des bornes historiques, donc en nous disant que c'est effectivement comment, et si la modernité est une époque, alors comment on la délimite? Est-ce qu'on est encore à l'époque moderne? Est-ce qu'on a changé d'époque? À quel moment elle commence? Et on peut poser la même question aussi dans un cadre, puisqu'on va parler d'Afrique du Nord et du monde séfarade, est-ce que la modernité commence au même moment en Afrique du Nord et en France ou dans d'autres contrées? Quel est peut-être, on va dire, l'événement qui pourrait nous dire que la modernité est enclenchée en Afrique du Nord, par exemple, c'est le genre de questions qu'on peut soulever. Si vous avez encore des propositions, n'hésitez pas. Et vous pouvez continuer à les écrire. Et donc, je pense qu'on a déjà un petit tour d'horizon des grands thèmes liés en général à la modernité, les Lumières, une période historique, des enjeux comme par exemple, Hélène a écrit La place de la femme, donc des enjeux des changements, la citoyenneté, ça va aussi exactement dans le même sens. Et voilà une question qui arrive déjà, pourquoi les modernités au pluriel? Alors en fait, je commence mon introduction sur les mots modernité
Pendant longtemps, dans le monde, les historiens et surtout en histoire juive, on a considéré souvent en fait la modernité comme quelque chose de très défini dans le temps et aussi défini au niveau des valeurs. C'est-à-dire que la modernité était en général liée, c'est un synonyme, si vous voulez, d'européanisation. Lorsqu'on réfléchissait à la modernité en Afrique du Nord ou dans un contexte qui n'est pas un contexte européen, alors en général, on l'a lié à l'influence européenne et aussi on l'a limité à l'influence européenne. C'est-à-dire que si c'est évident qu'avec l'arrivée des Français en Afrique du Nord, par exemple, en 1830 en Algérie, on a des influences au Maroc dès le milieu du 19e siècle et avant l'installation du protectorat en 1912. Donc, en général, on a tendance à voir ça comme les signes de la modernité. Et en réalité, donc aujourd'hui, dans le monde, on va dire, il y a toute une nouvelle génération d'historiens qui tentent de remettre en question ce paradigme-là, parce que ce paradigme-là était aussi très linéaire. C'est-à-dire que modernité s'opposait traditionnellement au mot justement de tradition. On avait modernité contre tradition. La tradition était vue comme quelque chose d'extrêmement figé, comme quelque chose, donc, si vous voulez, comme des valeurs qui étaient uniquement dans un rapport, on va dire, par rapport à la transcendance, par rapport à une autorité sacrée, et la modernité qui était vue comme quelque chose qui était lié à la raison, à la rationalisation, aux lumières, et à des valeurs donc, de progrès en général, et même le mot progrès donc, qui indique, si vous voulez, cette linéarité. Et donc, par conséquent, lorsqu'on s'intéressait aux sociétés traditionnelles, on les regardait comme des sociétés qui passaient d'un paradigme traditionnel à un paradigme moderne, où on avançait vers les Lumières, vers l'Occident, etc. Il y a depuis déjà quelques décennies, ce paradigme-là est remis en question par toute une génération d'historiens. Ça a commencé, donc je vais juste parler d'histoire juive, c'est vrai, ça dépasse le cadre de l'histoire juive, mais on va juste s'intéresser à l'histoire juive. Ça a commencé déjà avec des études, notamment dans le monde qui ont traité du monde européen. Je vous donne un exemple qui est encore toujours, on va dire, qui n'a rien perdu en pertinence. L'exemple donc des juifs ashkénazes, et notamment des juifs allemands et hongrois au XIXe siècle. On sait que c'est le moment, à partir du XIXe siècle, où on va avoir une fragmentation de la société juive ashkénaze qui, donc, avec l'émancipation, va se diviser en plusieurs groupes. Et on connaît notamment, donc, on connaît la Scala, les Lumières juives. Il va y avoir en Allemagne le mouvement, la réforme allemande qui va commencer. Il va y avoir d'autres sous-courants plus ou moins proches du courant réformé. Et il va y avoir aussi l'orthodoxie. Et traditionnellement, si vous voulez, jusqu'aux années 70, lorsqu'on s'intéressait à l'orthodoxie et à la réforme, on voyait le mouvement réformé comme un mouvement moderne, un mouvement juif moderne, et l'orthodoxie comme un mouvement qui, en fait, comme la continuité de quelque chose de traditionnel qui serait resté figé dans le temps. Et ça, c'est typiquement le genre de paradigme qui a été remis en question. Je pense que ça a été largement prouvé. Il y a pas mal d'études, notamment, je cite juste un chercheur toujours très pertinent, Benjamin Braun, qui écrit beaucoup sur le sujet. En fait, ce paradigme a été remis en question. On a réalisé que l'orthodoxie aussi est en fait un courant moderne, un courant qui s'oppose, qui peut être vu comme un courant réactionnaire, souvent, ça dépend de quelle orthodoxie on parle, mais qui est aussi moderne dans le sens où lui aussi n'est pas dans la pure continuation d'un judaïsme qui serait un judaïsme traditionnel qui aurait existé au XVIIIe siècle, mais qu'en réalité, au XIXe siècle, tous les juifs se sont positionnés face à des questions qui sont liées donc, en fait, au changement de mœurs en Occident. Et ce positionnement-là est par définition un changement. Que ce soit un positionnement orthodoxe, que ce soit un positionnement laïque, que ce soit un positionnement réformé. Après, on a d'autres mouvements, sionistes, socialistes, etc. Tous ces positionnements-là sont en réalité des réactions à la modernité. Par conséquent, si vous voulez, c'est une des façons avec laquelle on a remis en question ce paradigme-là. Maintenant, si je reviens au monde séfarade, un élément qui intéresse beaucoup aujourd'hui les chercheurs dans le monde séfarade, c'est justement de se pencher sur des figures qui ont longtemps été vues comme des figures purement traditionnelles, et par conséquent, elles n'ont pas intéressé la recherche. On se disait, les rabbins nord-africains, par exemple, sont des reliques de l'ancien monde, et la modernité au tournant du XXe siècle, elle se passe pas dans le monde rabbinique, mais elle se passe avec des institutions comme l'Alliance israélite universelle qui nous accueille aujourd'hui, avec des figures, avec des personnages qui vont être beaucoup plus proches en fait, du monde européen, des juifs qui parfois vont être des juifs marocains, tunisiens, algériens, etc., mais qui vont adopter qui vont en fait s'occidentaliser. Et c'est que depuis les années 60, beaucoup plus tard, en fait, depuis les années 80-90, que des chercheurs comme par exemple Yosef Chetrit et d'autres, après Yaron Sour, etc., ont commencé à s'intéresser à des sous-courants
qui n'étaient pas explorées jusqu'à là. Et on a commencé à réaliser que dans ce monde qu'on appelait traditionnel, se passe en fait énormément de choses. On a d'abord, Youssef Chitrit a beaucoup écrit sur ça, on a d'abord un monde de juifs d'Afrique du Nord proche de la Haskalah, des juifs qui vont écrire, on a des cercles de maskilim, donc des cercles de juifs, on peut appeler ça de juifs des Lumières, mais à leur propre façon, qui vivent en Afrique du Nord, qui écrivent dans un hébreu moderne, qui font partie de ce réveil de la langue hébraïque, qui développent aussi des idées, donc qui adoptent des idées sur des notions de progrès, sur des notions d'éducation, notamment des femmes, des masses, etc. Des figures comme par exemple le Rav David El-Kayam, le Rav David Knafon, et encore beaucoup d'autres. Toutes ces figures-là ont commencé, donc, montrent d'autres visages de la modernité. Le début du sionisme en Afrique du Nord aussi fait partie de ça. Et moi, ce qui m'a intéressé dans cette session-là, ce sont les figures purement rabbiniques, où là aussi, et ça a pris encore un peu plus de temps, là aussi, on réalise que ces figures-là, d'abord, elles sont vastes, il y a plusieurs voix, elles sont plurielles. On ne peut pas parler du rabbin séfarade, il y a différentes figures rabbiniques en Afrique du Nord. Chacune a une voix différente. Il y a des figures plus conservatrices que d'autres, il y a des figures plus, on va dire, qui ont un regard plus positif sur le monde occidental. Il y a des figures qui vont tenter d'adapter la halakha, il y a des figures qui vont tenter de développer une pensée juive conciliante et en dialogue avec les idées du monde moderne, etc. Et c'est ces figures-là qui vont nous intéresser, et c'est pour ça que je parle de modernité au pluriel, parce qu'en fait, on a différents aspects de la modernité, ou des modernités donc, qui s'expriment en Afrique du Nord à ce moment-là, et c'est ce qu'on va essayer de voir. Un autre élément, avant de nous plonger dans la figure du Rav Eliyahu Chazan, il est sur le risque qu'on a aussi, qui est le risque d'essentialisation de la figure des rabbins séfarades. C'est-à-dire qu'on a toujours un risque de faire un grand tout et de nous dire les rabbins séfarades sont, et là rajoutez ce que vous voulez. Ça peut aller dans les deux sens. Ça peut aller parfois dans un sens, on va dire justement, pendant longtemps le regard était un regard assez négatif, péjoratif, qui disait les rabbins séfarades sont des reliques de l'Ancien Monde, sont des personnes, si vous lisez ce qu'écrivent les voyageurs français, juifs français, au 19e et au début du 20e siècle, c'est extrêmement, ils parlent de rabbins fanatiques, de rabbins primitifs, etc. Et avec les changements, et au cours des décennies, on a un changement de regard, mais qui parfois reste tout aussi orientaliste et généralisant. On va transformer la figure du rabbin séfarade en rabbin inclusif, rabbin beaucoup plus tolérant, etc. Et forcément, la vérité n'est ni ici ni là. La figure est beaucoup plus complexe. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aussi. Le dernier élément qu'il faut avoir en tête avant de se lancer dans cette session-là, c'est un débat entre deux chercheurs importants aujourd'hui, entre Benjamin Brown, que j'ai cité, et Zvi Zohar. Un débat sur la raison de ces différences entre rabbins séfarades et rabbins orthodoxes ashkénazes au tournant du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on va, Zvi Zohar a beaucoup mis en valeur ce qu'il a proposé, lui, ce qu'il a proposé de voir comme une réponse alternative à la modernité des rabbins séfarades, une réponse plus tolérante, plus inclusive que celle des rabbins orthodoxes de la même époque, et lui allier ça à une tradition séfarade qui remonterait avant, en fait, qui serait une tradition ancestrale, une approche de la halakha, une approche interprétative de la Torah, etc. Benny Brown s'est opposé à ces conclusions et lui a défendu qu'en fait, que la différence est surtout contextuelle, que la modernité, le processus de modernisation et d'émancipation en Afrique du Nord a été moins brutal qu'en Europe et que par conséquent, les rabbins ont réagi avec moins, on va dire, avec moins d'élan qu'en Europe, dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un mouvement, une scission. Il n'y a pas eu un mouvement réformé séfarade, par exemple, et d'un autre côté, il n'y a pas vraiment eu non plus ce qu'on pourrait appeler une orthodoxie séfarade, en tout cas jusqu'à beaucoup plus tard, jusqu'après la création de l'État d'Israël, mais il y a eu une sorte un chemin alternatif entre ces deux voies-là. Alors ça, c'était pour mes introductions. Si quelqu'un a des questions sur ce que j'ai dit aussi, parce que sur ces éléments un peu plus théoriques, n'hésitez pas à les écrire dans le chat pour l'instant. À la fin, il y aura un moment aussi pour des questions à l'oral. Sophie, si tu veux écrire dans le chat, je la prends tout de suite, la question. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Donc, ce soir, comme j'ai dit, on va s'intéresser à une figure bien précise, au Rav Eliyahu Chazan. Le Rav Eliyahu Chazan, qui est né à Izmir
en 1848, donc Izmir qui est en Turquie, qui est dans l'actuelle Turquie. Et donc le Rabbi Yehuda Khazan, j'ai voulu commencer avec lui, d'abord parce que c'est une figure très intéressante, mais aussi parce que en fait sa biographie elle-même nous explique déjà un peu le regard original qu'il a eu assez vite, assez tôt. C'est-à-dire que le Rabbi Yehuda Khazan, donc il est né en Turquie en 1848, mais il a grandi à Jérusalem. Vous savez donc on a en tête qu'à cette époque-là, l'actuel Israël fait partie de l'Empire ottoman, donc la circulation entre la Turquie et Israël est relativement facile. Il y a beaucoup de juifs ottomans, et notamment de familles rabbiniques ottomanes de l'Empire ottoman qui s'installent en Israël. Donc le Rabbi Yehuda Khazan vient d'une famille rabbinique très importante de son époque. Il s'installe, il grandit en Israël, et lorsqu'il est âgé de 18 ans, il accède déjà à des fonctions rabbiniques au sein de la communauté séfarade de Jérusalem, puisque à cette époque-là, Jérusalem est scindée entre communauté séfarade et communauté ashkénaze. Et en 1870, la situation en Israël, à Jérusalem, est assez difficile pour la communauté juive, et il est envoyé donc d'abord en Europe pour récolter des fonds. Alors, ce phénomène-là est très connu dès le XVIIIe siècle, et c'est ce qu'on appelle les shadarim. Shadar, c'est l'acrostiche de Shluchei de Rabbanan, donc les envoyés rabbiniques en araméen. Et donc, ce sont des envoyés qui sont donc des rabbins, qui sont envoyés au nom des différentes communautés séfarades de la terre d'Israël. Donc ça peut être de Tibériade, ça peut être de Tzfat, ça peut être de Jérusalem et de Hebron à cette époque-là, donc les 4 villes importantes où on a là-bas des communautés séfarades installées. Et ces figures-là, leur rôle principal, c'est de faire une sorte de quête dans les différentes communautés juives pour ramener de l'argent donc pour les communautés séfarades de la terre d'Israël. Dans le monde ashkénaze, on a un fonctionnement assez similaire. Il y a d'autres noms et il y a quelques différences, mais il y a la même idée, à savoir que les communautés juives qui habitent sur la terre d'Israël à cette époque-là, dans l'ensemble, sont dépendantes des aides des juifs du reste du monde juif. Et on a donc le Rabbi Yehuda Khazan qui part en 1870 dans un premier voyage. Mais en fait, les shadarim ont aussi un rôle très important, un rôle si vous voulez, de vecteur culturel, précisément parce qu'ils traversent différents pays. Et avec les shadarim, on a tout un mouvement, on a des idées qui passent, on a des coutumes qui passent, on a des livres qui passent, puisque même parfois transport d'une communauté à l'autre des livres, des coutumes, des idées. Et souvent, quelques shadarim, en tout cas pas tous, mais quelques-uns sont assez importants et bénéficient aussi d'une sorte d'aura de sainteté. Ce sont des rabbins qui viennent de la terre d'Israël, etc. Et il arrive souvent que ces rabbins-là s'installent, parfois de façon temporaire, parfois de façon fixe, excusez-moi, dans des communautés d'Afrique du Nord, et par conséquent contribuent aussi à leur développement. Alors, juste une seconde, je lis la question dans le chat. Alors, pour Paul, Paul Ventola, le prénom de Monsieur Zohar, c'est Zvi Zohar. Et il a quelques livres en anglais aussi, la plupart sont en hébreu. Et pour Sophie, par quel biais ces rabbins africains sont-ils rentrés en contact avec les idées de la Scala? Avec quel masculin étaient-ils en correspondance? Ok. Alors, je refais une petite marche arrière. J'ai parlé de la Scala, effectivement. En fait, dès le milieu du 19e siècle, il y a la circulation, une circulation beaucoup plus facile entre l'Amérique du Nord et le monde européen, notamment parce que c'est le début de l'impérialisme européen. Alors, ça commence évidemment dans des pays comme l'Algérie, mais aussi très vite au Maroc et en Tunisie, où l'impérialisme européen fait que des Français, des Italiens, des Espagnols s'installent dans le pays. Et par conséquent, avec ces nouvelles voies de communication, la première chose qui va arriver, c'est des journaux. Donc on sait que la Scala, surtout d'Europe de l'Est, qui est plus modérée au passage qui est dans ses idées religieuses est plus modérée que la Scala allemande. La Scala d'Europe de l'Est a plusieurs journaux importants, et ces journaux-là arrivent au Maroc, en Algérie, etc. Des figures locales vont écrire à ces journaux-là. On a donc des écrits dans ces journaux-là même. On a des écrits de figures qui vivaient dans ces contrées-là. J'ai cité avant David El-Kayam qui écrivait par exemple dans le journal qui s'appelait Maguid, et plus tard il a écrit dans d'autres journaux aussi le Haïoudi. Ça passe aussi par la terre d'Israël, et là ça nous fait un lien avec les Shadarim. En Israël, dès la fin du 19e siècle,
on a une installation de juifs qui sont déjà des juifs influencés par les idées de la Scala et des idées proto-sionistes. On est avant le début du mouvement sioniste tel qu'on connaît avec Herzl, mais on a déjà ce courant, on va dire, qui commence à s'installer. Et Israël, Jérusalem, déjà, est une plaque tournante, puisque voilà, des figures comme le Rav Eliyahu Hazan circulent d'un pays à l'autre et amènent avec eux ces idées et ces voies de communication qui très vite deviennent à double sens. Ce n'est pas à sens unique, ce n'est pas uniquement les Juifs d'Afrique du Nord qui lisent ce qu'écrivent les Juifs d'Europe de l'Est, mais très vite, ce sont eux aussi autour et qui vont partager leurs idées, qui vont envoyer et communiquer entre eux. On a des lettres entre des rabbins d'Afrique du Nord et des rabbins dès le 19e siècle. Et on a aussi des écrits parfois assez surprenants. J'ai une petite anecdote, si on parle d'Haskalah et de sionisme. Je pense que tout le monde est au moins de nom le grand poète Bialik, Chaim Nachman Bialik, le grand poète sioniste, qui donc, est un juif d'Europe de l'Est, typiquement façonné donc par ce monde de la Scala et du sionisme de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Il y a une période où il est installé en Turquie, ça nous fait un lien avec Izmir, Rav Eliyahu Hazan. Il publie un livre de poèmes modernes, et ce livre-là reçoit l'approbation de plusieurs rabbins de la ville, qui lui donne des titres tout à fait élogieux, qu'il appelle le Païtan Bialik. Donc le Païtan, qui est un mot toujours très à connotation séfarade, mais c'est comme ça qu'eux voient ça aussi. Donc ces échanges-là existent de façon continue. Alors je reviens sur le Rav Eliyahu Hazan. Le Rav Eliyahu Hazan est né à Izmir. Il est envoyé par la communauté de Jérusalem en Europe en 1870, et ça va être sa première rencontre directe avec le judaïsme européen. Il va notamment être en Italie. Il parlait apparemment plusieurs langues, notamment le français et apparemment l'italien aussi. C'est aussi une des raisons pour laquelle il est choisi. Et en 1872, donc il rentre à Jérusalem, et en 1872, il part pour un deuxième voyage, cette fois-là en Afrique du Nord. Et il va traverser l'Afrique du Nord, de l'Égypte au Maroc. Il ne va pas aller jusqu'au Maroc, il va s'arrêter en Algérie, mais en passant donc, de l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, la Libye. Et en 1874, il va être nommé grand rabbin de Tripoli en Libye. Puis en 1888, grand rabbin d'une communauté assez importante à cette époque, la communauté d'Alexandrie en Égypte, qui est une communauté de juifs en majorité séfarade, mais déjà très modernisée. Et donc, par conséquent, le Rav Eliyahu Hazan fait partie de ces rabbins-là, en terre séfarade, qui ont déjà un aperçu, on va dire, qui ont déjà un regard direct sur les phénomènes qui ont lieu en Europe au sein du judaïsme européen, et qui comprennent qu'une partie de ces phénomènes commence déjà à arriver en Afrique du Nord, et par conséquent, il va tenter de leur donner, de donner une sorte de réponse, juive, une sorte de réponse séfarade à tous ces questionnements-là qui sont liés aux questions de modernisation et aux différentes voies à cette époque-là au sein du monde juif, notamment donc aux voies qui prônent une réforme du judaïsme. Il va notamment s'y intéresser. Parmi ses livres, il a un livre qui fait encore autorité et qui est assez connu, qui s'appelle Ta'alumot Lev. C'est un livre de Responsa. C'était un grand décisionnaire, un grand possèque. Il a écrit de nombreuses Sheilot Utshuvot, de nombreuses réponses à l'Afrique très importantes, notamment une série de réponses qui concernent les femmes agounot avec des idées très originales et avant-gardistes. On en reparlera au dernier cours lorsque je parlerai d'une autre figure, du Rav David Cohen Scali, mais en fait, ces rabbins-là communiquaient ensemble et faisaient partie du même monde à ce niveau-là, donc avaient le même débat sur les problèmes liés à la modernité qu'il fallait régler. Et il a un deuxième livre qui est celui qui va nous intéresser ce soir, qui s'appelle Zichron Yerushalayim. Ce livre-là, c'est en soi un projet moderne, parce que déjà dans sa forme, le livre est écrit d'une façon moderne. Le livre est écrit sous une forme de dialogue entre, c'est un peu, si vous voulez, comme une pièce de théâtre. On a différents personnages. Chaque personnage a un rôle. Le livre se passe, donc c'est écrit un peu comme, ça peut se lire aussi comme un roman. Il y a toute une partie évidemment romancée dans le livre. Le livre, donc en soi, c'est un genre littéraire original pour un rabbin séfarade de cette époque-là. Et donc parmi, si vous voulez, l'histoire du livre, donc, elle nous parle d'un étranger, le guerre, il s'appelle comme ça dans le texte, le guerre qui en fait ici représente la figure du Rav Eliyahu Hazan lui-même, d'un guerre qui voyage de contrée en contrée et qui se trouve à ce moment-là, au moment où le livre est écrit, qui se trouve en Tunisie,
dans la communauté juive de Tunisie, accueilli par quelqu'un qui s'appelle le Ezrach, le citoyen, qui est un notable juif. Le notable juif lui ouvre sa porte, et dans la maison du notable juif, les gens passent, les juifs du monde entier circulent et passent, et il y a différents débats qui sont en fait rapportés dans le livre, auxquels l'étranger, et parfois on le consulte, parfois il exprime son opinion, parfois on s'oppose à lui, et tous ces dialogues-là se déroulent en fait par journée. Chaque chapitre est une journée, et chaque chapitre tourne autour d'un autre dialogue, d'une autre idée, avec des débats sur la halakha, des débats sur des questions de foi, sur les principes de foi du Rambam, des débats sur la philosophie, et des débats et aussi des débats qui touchent notamment à des questions comme la place des femmes juives à cette époque-là. J'ai hésité à l'apporter, mais je ne l'ai pas fait. Je vais quand même vous résumer à l'oral un élément intéressant qu'il y a dans le livre. Là aussi, encore un élément assez avant-gardiste pour l'époque et le lieu. Le Rav Eliyahu Chazan donc crée un dialogue dans le livre-là, dans son livre entre le notable juif, sa femme, et le rabbin étranger, et donc lui-même, c'est-à-dire le Rav Eliyahu Chazan, cette figure de l'étranger-là. Et dans ce débat-là, donc la femme prend plusieurs fois la parole. C'est clairement une parole assez élogieuse, c'est-à-dire qu'on voit que c'est une femme sage, une femme cultivée. Et à travers elle et à travers ses critiques, les critiques qu'elle avait exprimées contre l'étranger, contre en fait les rabbins, le Rav Eliyahu Chazan va donner une place à des protestations qu'on peut voir comme des protestations féministes avant l'heure, ou comme des premières protestations sur le statut des femmes, et notamment sur le manque d'éducation des femmes juives. Et c'est aussi à travers cette histoire-là qu'on voit déjà que le Rav Eliyahu Chazan lui-même prône une plus grande éducation des femmes juives, notamment dans le monde séfarade. On sait qu'à cette époque-là, dans la quasi-totalité de l'Afrique du Nord, les femmes juives n'ont pas accès à un minimum d'éducation juive. Elles ne savent en général pas lire l'hébreu, et lorsqu'elles sont cultivées, c'est uniquement dans les écoles françaises qui ont commencé déjà à ouvrir en Algérie, en Égypte et ailleurs. Donc il y a cette idée-là qui apparaît aussi, mais ce soir, j'ai préféré me pencher avec vous sur un autre morceau qui va beaucoup parler d'halakha et de changement dans la halakha, avec un questionnement sur peut-on, un questionnement qui est plus philosophique et qui est moins technique sur les limites de la halakha et sur, on va dire, sur le processus, sur la façon, sur le fonctionnement de la halakha et sur les possibilités d'évolution de la halakha lorsque ceci est nécessaire. Alors, je vais faire un petit partage d'écran pour que vous puissiez suivre avec moi les quelques sources que j'ai préparées pour ce soir. Un instant. Voilà, donc a priori, vous devriez voir maintenant mon partage d'écran. Donc, vous voyez les figures du Rav Eliyahu Bechor Chazan, c'est son nom complet. Vous voyez aussi son vêtement, les vêtements de ce qu'on appelle à l'époque le Chacham Bashi, c'est-à-dire ces grands rabbins de l'Empire ottoman, pas forcément le grand rabbin de tout l'Empire, mais ça peut être le grand rabbin de communautés importantes de l'Empire ottoman. Là, c'est le costume qu'il a au moment où il est grand rabbin d'Alexandrie, et ce costume qui nous rappelle le costume que porte aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le grand rabbin séfarade d'Israël traditionnellement, parce que le poste du grand rabbin séfarade d'Israël n'est pas lié à la création de l'État d'Israël, c'est un poste qui existe bien avant, c'est le poste du Rishon LeZion, un poste qui est très important dès le XVIIIe siècle, et qui en fait, au moment de la création de l'État d'Israël, ce poste-là va continuer sous la forme de ce qu'on appelle aujourd'hui le grand rabbin de l'État d'Israël, qui porte le même vêtement traditionnel que portaient les rabbins ottomans à cette époque-là. Alors, ça, c'est pour la photo du Rav Eliyahu Chazan. Et vous voyez que le premier extrait que je vous ai apporté est un extrait en français. Du Rav et de l'éditeur Eliyahu Ben Amozeg. Alors, pourquoi donc cet extrait-là apparaît au début du livre. Le livre du Rav Eliyahu Chazan est publié, comme beaucoup de livres séfarades et d'Afrique du Nord à cette époque-là, est publié dans les presses d'Eliyahu Ben Amozeg, qui vit lui-même à Livourne. J'ai hésité à faire à consacrer un cours au Rav Eliyahu Ben Amozeg, qui est une figure très importante de cette époque-là. On parle souvent en général lorsqu'on parle de lui, on parle en général de ses livres de théologie et de philosophie, notamment il a un livre assez connu qui s'appelle Israël et l'humanité, qu'il a écrit en français. Mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est son rôle en tant qu'imprimeur. Il y a une chercheuse, Clémence Bouloc, qui vient de publier un livre sur lui, un livre en anglais,
que je conseille beaucoup, qu'elle a appelé il y a une autre modernité. Et vous voyez, encore une fois, cette notion de modernité qui est remise en question, comme je l'ai dit, par différents chercheurs. Donc, elle vient publier une biographie sur le Rav Eliyahu ben Amozeg, et elle parle beaucoup de son rôle aussi en tant qu'imprimeur. C'est un rôle qu'on évalue souvent pas assez. Et pour l'Afrique du Nord, pour les Juifs d'Afrique du Nord, il est vraiment déterminant. Pourquoi ? Parce que jusqu'à la fin du 19e siècle, au Maroc, il n'y a pas d'imprimerie. Et en fait, les premières imprimeries juives sont ouvertes en Algérie française. Par conséquent, pour la plupart des rabbins d'Afrique du Nord, publier des livres est assez compliqué. Le Rav Eliyahu ben Amozeg vient d'une famille marocaine. Il a grandi, une famille marocaine qui s'est installée à Livourne. Il a cette double culture à la fois européenne et à la fois marocaine et à la fois aussi nord-africaine. Et par conséquent, c'est lui qui va être le vecteur de la diffusion, de la publication et de la diffusion de de dizaines et dizaines de livres de rabbins nord-africains. Mais ce qui est intéressant, et ce que pointe du doigt Clémence Boulouk, c'est qu'en fait, il choisit qu'il ne publie pas uniquement pour des raisons financières, ce n'est pas uniquement son métier, il y a aussi un vrai choix, un vrai usage discursif, de son impression pour faire avancer les idées que lui-même défend. Et parmi ces idées-là, lui aussi fait partie de ces rabbins séfarades qui sont conscients des changements de leur époque et qui tentent d'apporter une réponse spécifique à ces changements-là. Et dans cet extrait-là, donc dans cette introduction qu'il écrit lui-même en français au livre du Rav Eliyahu Chazan, qui évidemment lui a été écrit en hébreu, j'ai apporté ce petit paragraphe qui résume à la fois ce qu'on trouve dans le livre et à la fois le projet de Ben Amozeg lui-même. Il écrit la chose suivante. La religion éclairée, celle qui tient compte de l'état de la science, qui tâche de persuader et non seulement d'avoir des partisans, est d'autant plus aimable qu'elle nous vient du pays d'où tout nous est venu, de la Palestine, de Jérusalem, notre sainte et chère mère. Voltaire a dit, en parlant de Catherine de Russie, « C'est du Nord aujourd'hui que nous vient la lumière. Nous dirons à notre tour avec plus de vérité, c'est de l'Orient. » Alors, forcément, cette introduction-là qui est écrite en français, elle vise un autre public qu'en fait le public cible du livre. C'est-à-dire que le public cible du livre, c'est un public séfarade, et l'introduction de Ben Amozeg, elle vise évidemment l'intelligentsia juive européenne, et avec cette polémique latente, avec cette volonté de Ben Amozeg de dire aux partisans, aux juifs progressistes de son époque, les idées de progrès, les idées de modernisation qui méritent d'être prises au sein du judaïsme ne se trouvent pas que en Europe, elles se trouvent aussi en Orient. Il avait une phrase assez connue, Ben Amozeg, qui a été citée par Guetta, par un autre chercheur. Ben Amozeg avait dit à une conférence qu'il avait fait donc devant des membres de l'Alliance israélite universelle, il leur avait dit le monde a besoin de l'Orient pour s'orienter. Ce jeu de mots, et donc ici l'Orient dans le sens donc des juifs séfarades. Et Elie Ben Amozeg qui dit donc dans cette introduction-là, il y a des idées dans le livre du Rav Eliyahu Chazan qui méritent d'être développées aussi au sein du judaïsme qui s'est déjà modernisé, du judaïsme européen, précisément parce que le judaïsme européen, à ce moment-là, est en pleine fracture. C'est-à-dire qu'il y a un bouillonnement d'idées, mais il y a surtout une fracture très profonde, une fracture qui n'a pas encore touché les séfarades, et qu'en fait, Elie Ben Amozeg, le Rav Eliyahu Chazan et les autres figures qu'on va voir durant cette session tentent d'éviter. Ils tentent d'éviter cette fracture-là, notamment cette fracture en différents mouvements, et aussi la fracture qui va être liée à la multiplication de problèmes juifs modernes, de problèmes halachiques modernes. Maintenant que j'ai dit ça, j'arrive à mon premier extrait du livre lui-même, du livre Zichron Yerushalayim. Les personnes qui lisent hébreu, je vous invite à lire directement en hébreu. Ma traduction, comme toute traduction, est toujours partielle. Et comme je le dis toujours, lorsque je traduis des textes de rabbins séfarades de cette époque-là, on perd aussi tout l'aspect poétique. Il y a beaucoup d'intertextualité avec des textes bibliques, avec des textes talmudiques. C'est parfois écrit en rime. Toutes ces choses-là, on les perd évidemment dans la traduction. Donc ceux qui peuvent, je pense que la forme aussi mérite d'être lue. Et donc je rappelle que s'il y a des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat pendant le cours. On aura un petit moment à la fin pour les poser aussi à l'oral, au micro. Alors, le premier extrait que j'ai apporté nous parle de l'interprétation de la Torah. Et c'est un extrait qui nous parle d'Halakha. Et le cadre, si vous voulez, de l'extrait, c'est justement
c'est justement donc dans le livre, il y a Khazan polémique polémique d'une façon latente et pas du tout agressive, avec différentes voix juives et notamment différentes voix juives du monde ashkénaze. Et là-bas, il polémique deux voix opposées, avec ce qu'on apparaît très grossièrement la voix des juifs réformés du XIXe siècle et la voix de l'orthodoxie juive du XIXe siècle. Le mouvement réformé de cette époque-là prône des réformes assez radicales, et l'orthodoxie de cette époque-là est assez réactionnaire et prône un conservatisme très strict, avec, notamment en réaction à la réforme, avec l'interdiction de toucher à quoi que ce soit, de changer quoi que ce soit. Et le Rav Eliyahu Khazan, qui doit se positionner entre les deux, va en fait critiquer à droite et va critiquer à gauche et va proposer une vision alternative. Et là, notamment, on a dans donc cet extrait-là, il vient notamment en polémique avec une vision, on va dire, trop stricte de l'orthodoxie, qui viendrait nous dire que la Torah telle qu'on la connaît, que les règles de la Torah telles qu'on les connaît sont figées, et qu'on ne peut absolument rien changer, que tout ce qui a été, que tout ce qu'a fait la génération précédente est ce que nous devons faire nous-mêmes, quelles que soient les conséquences, quel que soit le contexte et quels que soient les changements de la société environnante. Et à ça, le Rav Eliyahu Khazan répond à la chose suivante. Ubeyot Torah Akdosha, nitena libnei Adam, gashmiim ve'alulim lekol tmura, בהתחלפות העתים והזמנים, המושלים והגזרות הטבעיים והמזגים, המדינות והאקלימים. על כן, כל דברי התורה באו סתומים בחוכמה נפלאה ומקבלים כל פירוש אמיתי בכל עת ובכל זמן. En français, ça donne la chose suivante, plus ou moins, mon adaptation. Comme la Sainte Torah, excusez-moi, il y a un mot qui a sauté, comme la Sainte Torah a été donnée à des êtres matériels, supposés changer avec le temps, les régimes, les décrets, les natures, les pays et les climats. Les paroles de la Torah ont été données d'une façon ésotérique, de façon à recevoir toute explication véridique, de tout temps et en toute époque. Alors, ça reste très théorique, on va expliquer au fur et à mesure. Je préfère finir la citation, on verra aussi après un exemple. ואל הקדוש נקדש בצדקה, וקידשנו במצוותיו לשמוע אל השופט, כאשר יגזור אומר כל פרנס ושופט לפי הדור והדרור, ובקום אחריו דור חדש ושופטיו, כאשר יראו כי אין רוב הציבור יכולים לעמוד בגזרה ההיא, ניתנה הרשות בידו להוסיף, לגרוע, להרוס ולנטוץ, לבטל ולקיים, כאשר יעלה על רוחו ביראת השם, על פניו כל היום. אכן, תורת אמת הכתובה באצבע אלוהים, חרוט על הלוחות, Dieu se sanctifie par la justice et nous a sanctifiés par ses commandements, dont celui d'écouter ses décisionnaires et ce qu'ils décréteront en fonction de chaque génération et de sa situation. S'il apparaît une nouvelle génération et que ces juges constatent que la majorité du public ne supporte plus un décret établi par les précédents législateurs, ils ont alors le droit de rajouter ou de diminuer, de détruire et de briser, d'annuler ou d'établir selon ce qui leur semble juste et en ayant la crainte du ciel nécessaire. Ainsi, la Torah de vérité, écrite par la main de Dieu, gravée sur les tables, ne sera jamais ni changée ni renouvelée, car elle intègre déjà tous les changements. Ça, c'est mon rajout à moi pour que le texte soit clair. Alors, j'explique juste ce qui est en train de se jouer, ce qu'il est en train de dire, et aussi un peu le contexte dans le livre lui-même. Dans le livre lui-même, il y a une attaque qui est donc dans ces dialogues qui est posée aux guerres, et on lui dit la chose suivante, on lui dit comment on dénonce l'immobilisme, à savoir que des situations se créent à l'époque moderne et deviennent insupportables. On peut prendre un exemple qui n'est pas cité dans ce passage-là explicitement, mais qui est traité dans le livre et qui est largement traité par le Rav Eliyahu Khazan. J'en ai parlé avant, l'exemple des femmes agunotes. Exemple assez classique, toujours très pertinent, et malheureusement toujours pertinent aussi en critique de l'establishment orthodoxe, à savoir une situation qui rend la halakha insupportable. De nombreuses femmes juives se retrouvent enchaînées à des maris abusifs à cause d'une interprétation stricte de la halakha et en fait présentée par l'orthodoxie traditionnelle, par l'orthodoxie ashkénaze telle que le fait ici le Rav Eliyahu Khazan. On nous dit quoi souvent? On nous dit mais on ne peut rien faire, on ne peut rien y changer, c'est la halakha, c'est comme ça. Et c'est typiquement contre ce genre d'affirmation que le Rav Eliyahu Khazan écrit ce qui suit. Et dans son texte, il commence en disant mais pourquoi, à votre avis, Dieu a donné une Torah écrite et une Torah orale? Pourquoi, à votre avis, Dieu a donné une Torah écrite qu'on connaît tous et qui a une figure finie, c'est-à-dire qu'on a un texte qui commence par Bereshit bara Elohim, qui commence par le début de la Genèse et qui se finit avec la fin
de Dvarim. Et pourquoi à côté de ça, il a donné une Torah orale qui est infinie par définition, puisqu'on a des principes interprétatifs, et on sait qu'on connaît tous le développement de la Torah orale, la Mishnah, le Talmud, les responsa, la littérature halachique, etc. Si la Torah était aussi figée qu'on nous dit, Dieu aurait dû envoyer, je le dis dans mes mots à moi, c'est pas dans ses mots à lui, mais Dieu aurait dû envoyer deux livres au peuple juif, il aurait dû leur envoyer la Torah écrite et le Shulchan Aruch, et c'est fini. C'est-à-dire que le Shulchan Aruch qui résume les pratiques non écrites dans la Torah écrite, et la règle aurait été finie. Et nous dit le Rav Chazan, au contraire, la Torah fonctionne volontairement de cette façon-là, et le texte de la Torah écrite est écrit, lui, donc il parle ici il dit en hébreu, Alken divra Torah baou stumim bechorma niflaha, ce que moi j'ai traduit par les paroles de la Torah ont été données d'une façon ésotérique. C'est-à-dire que lui, là-bas, il nous parle de mots de la Torah, stumim, qui sont des mots fermés, scellés par une sagesse infinie. Et ce qui veut dire, ce qu'on peut aussi dire dans d'autres mots, c'est que la Torah, nous dit le Rav Chazan, a été donnée dans une forme symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire une forme symbolique? C'est-à-dire qu'elle appelle à l'interprétation. Pour comprendre la Torah, il faut l'interpréter. Si on n'interprète pas la Torah, elle n'est pas compréhensible. C'est-à-dire qu'on connaît la critique assez claire qu'a le judaïsme rabbinique du judaïsme karaïte, à savoir si on ne prend que le texte de la Torah écrite, on ne peut pas en tirer grand-chose au niveau des règles de vie. Et nous dit le Rav Chazan, c'est volontaire, c'est ce que Dieu veut, pour que la Torah puisse s'interpréter de génération en génération. Quelle est la logique? Quelle est la logique derrière tout ça? Le Rav Chazan l'a dit aussi très clairement, la logique c'est que on a, si vous voulez, une dualité entre une Torah qui est censée être vraie éternellement, et c'est le cas, et qui ne se change pas éternellement. On a le texte de la Torah écrite qui n'est pas censé changer. Et d'un autre côté, on a les êtres humains qui, eux, changent continuellement. C'est-à-dire que leur nature, le contexte, donc il écrit ici les régimes, les décrets, les climats, etc., changent continuellement. Et la Torah doit rester continuellement pertinente. Alors, comment régler ce problème-là? Nous dit le Rav Chazan, c'est tout simple. La Torah est là pour s'interpréter, et qui l'interprète? Les sages de génération en génération, qui gardent cette capacité d'interprétation, y compris pour établir de nouveaux décrets, et y compris pour annuler de nouveaux décrets. C'est pas moins important. C'est assez, on va dire, c'est assez radical, la façon avec laquelle lui-même le formule, puisqu'il nous parle donc il nous parle du droit de rajouter ou de diminuer, de détruire et de briser, d'annuler ou d'établir, selon ce qui leur semble juste, en ayant la crainte du ciel nécessaire. Autrement dit, nous dit le Rav Chazan, la personne la plus importante pour que la Torah reste pertinente, ce sont les sages et décisionnaires, mais lorsqu'eux-mêmes ne remplissent pas leur rôle, et là-bas ça fait partie de sa critique implicite du judaïsme, de ce qu'on peut appeler l'orthodoxie ashkénaze à son époque, lorsque ces personnes-là ne remplissent pas leur rôle, c'est à ce moment-là que la Torah perd sa pertinence, et qu'en fait la Torah se fige et devient souvent invivable pour l'ensemble du peuple juif. Et le Rav Chazan de conclure en disant, c'est comme ça qu'il faut comprendre l'expression. On connaît tous l'expression. On la lit, ça fait partie des principes de foi qu'on lit à la fin de la prière et qui ont été formulés par Maïmonide, etc. À savoir que la Torah ne se changera jamais, que la Torah est éternelle et qu'elle ne se changera jamais. Et nous dit le Rav Chazan, c'est comme ça qu'il faut comprendre l'éternité de la Torah. Il ne faut pas la comprendre par toute règle qui a été écrite un jour sera toujours appliquée de la même façon à chaque époque, mais par la Torah écrite ne se changera jamais, et son interprétation peut évoluer selon la compréhension, selon la sagesse des sages de chaque époque et selon les besoins de l'époque. Alors ce que je dis, ça reste assez théorique. J'ai commencé à donner un exemple, qui est l'exemple des femmes agounot, et qui malheureusement, les solutions proposées par le Rav Chazan ne sont pas celles suivies aujourd'hui par la majorité du monde juif respectueux de la halakha. Et encore une fois, on verra ça au troisième cours avec un autre Rav, mais avec des solutions assez similaires. Mais on va voir tout de suite un autre exemple, un exemple plus simple, et qui va déjà tempérer aussi ce qui a été dit, et qui en fait va faire le chemin inverse, qui va répondre cette fois à la tentative, à la volonté de réforme, parfois trop radicale et trop brutale, la volonté de changer, de déraciner, et de dire, et en fait, cette volonté qui va être aussi vue par le Rav Chazan comme une volonté de rupture dangereuse, à savoir une rupture qui se passe beaucoup à l'époque moderne. Je parlais tout à l'heure de tradition et modernité. On voit souvent la modernité comme une rupture. Et voilà un des éléments qui nous permet de voir dans la figure du Rav Chazan une autre forme de modernité, puisque le Rav Chazan ici nous propose, comme Ben Amozeg et comme d'autres,
une modernité qui n'est pas dans la rupture, qui est dans l'adaptation, mais dans la continuité, où il y a quelque chose, si vous voulez, qui continue de façon nouvelle, qui se renouvelle dans la continuité et qui n'est pas dans la rupture ni dans une forme de recommencement ou de retour à zéro, qui était notamment prôné à cette époque-là par les voies les plus radicales du judaïsme allemand, où là-bas on parlait vraiment de détruire, d'abandonner une partie importante de la tradition juive vue comme une tradition comme une tradition devenue tout à fait caduque et qu'il faut régénérer, cette idée de régénération qui est importante à l'époque. Alors, s'il y a des questions sur ce premier paragraphe, j'invite les gens à les écrire dans le chat. Et sinon, je continue au deuxième extrait. Alors, j'attends 1 ou 2 minutes pour voir si une question arrive. Je descends déjà au deuxième extrait. Ok, alors je commence mon deuxième extrait. Si une question, je la prendrai en cours de route. Donc, comme je l'ai dit, on va prendre un exemple un peu plus concret et volontairement de l'autre côté, volontairement du côté où le Rav Chazan va faire preuve de plus de conservatisme que la personne avec laquelle il dialogue dans le livre. Et c'est ce qui touche aux réformes dans la prière. Donc, c'est un sujet qui est beaucoup débattu au XIXe siècle, dans l'ensemble du monde juif européen, de l'Europe occidentale, en Allemagne, en France, en Angleterre, aussi dans le centre de l'Europe, en Hongrie, etc. Là, je pense qu'il fait surtout référence à ce que lui-même connaît bien, à savoir l'Italie et peut-être aussi un peu l'Allemagne. Donc, à cette époque-là, on a une volonté, donc je donne juste un peu de contexte, les Juifs européens ont une volonté de changer, de réformer le culte juif en Europe occidentale, notamment pour lui donner une forme qui, à leurs yeux, est une forme plus noble, c'est-à-dire beaucoup plus proche, une sorte de mimétisme chrétien, beaucoup plus proche de ce qui se passe dans les églises, notamment catholiques si on parle de la France, mais pas que, protestantes lorsqu'on parle de l'Allemagne, avec des changements dont certains, au passage, ont eu lieu et continuent jusqu'à aujourd'hui dans une bonne partie du monde juif, notamment en France. Pensez par exemple aux grandes synagogues consistoriales qu'on a en France, donc les synagogues d'époque, les synagogues de la Victoire, la grande synagogue de Strasbourg, etc. L'architecture est une architecture calquée évidemment sur l'Église, et il y a des changements assez importants par rapport au judaïsme traditionnel du XVIIIe siècle, etc. Dans la façon de s'asseoir, dans la façon de mettre la bima sur une sorte d'estrade en hauteur, exactement comme à l'Église, souvent de tourner pour que lorsqu'on lise la Torah, on soit face à l'assistance et non plus face au Echal. Et évidemment, à cette époque-là aussi, qu'on ajoute des prières en français ou en allemand, ou en italien, qu'on enlève des prières qui paraissent tomber en désuétude. Et il y a différentes volontés de raccourcir le livre de la prière, de le rendre plus agréable, plus chanté. On crée des mélodies plus, on va dire, culturellement plus adaptées à l'oreille occidentale. Tous ces changements-là sont débattus. Le Rav Elul Chazan, et comme d'autres rabbins séfarades, n'ont pas de problème avec une bonne partie des changements. Si je le dis de façon très grossière, l'orthodoxie stricte, notamment en Hongrie, va s'opposer à tout changement. Elle va dire que le moindre changement dans l'architecture ou dans la tradition synagogale est totalement interdit. Il va y avoir des guerres très virulentes autour de ces questions-là. À l'inverse, les rabbins séfarades, notamment en Algérie, où la question va être posée, ne vont pas avoir beaucoup de problèmes avec l'introduction de toute une liste de changements tant que ceux-ci ne touchent pas à la halakha, ou du moins au cœur de la halakha. Et le débat va tourner autour de questions qui sont donc la suppression de certaines prières, et ici, autour de la suppression totale de la répétition de la Hamida. On connaît tous la répétition de la Hamida, un texte qui, le Chazan reprend à voix haute la prière que l'Assemblée a fait à voix basse. C'est vu comme quelque chose de lourd, comme quelque chose de répétitif, comme quelque chose d'inutile. Et cette chose-là, on veut l'enlever. Donc, dans le livre-là, on a un extrait. Alors, une seconde, je prends juste la question que j'ai eue avant. Oui, alors, pour la remarque de Guylain David Sidbon, on va y revenir tout de suite, parce qu'on va notamment en parler ici.
C'est évidemment que tout ce que dit le Rav Chazan, il le dit en s'appuyant sur d'autres textes qui précèdent, sur des antécédents talmudiques, halachiques, etc. Mais il faut comprendre qu'à cette époque-là, le débat qui a lieu en Europe et auquel le Rav Chazan fait écho est un débat très idéologique et qui, par conséquent, on s'intéresse peu aux antécédents des deux côtés. L'orthodoxie réactionnaire, donc évidemment, la réforme ne s'y intéresse pas puisqu'elle intéressait à faire des changements en critiquant ouvertement la tradition rabbinique des siècles précédés. Et l'orthodoxie réactionnaire, dans une large mesure, elle aussi, ne va pas s'intéresser aux antécédents en disant que ce que le Talmud pouvait faire n'est pas ce que nous pouvons faire, notamment avec cette grande question. Est-ce que nous, juifs du XXIe siècle, est-ce que nous continuons une tradition talmudique, ou est-ce que nous avons reçu une tradition talmudique qui est terminée et que nous devons appliquer sans jamais pouvoir continuer ce processus d'interprétation? Et là, sur ce point-là, le Rav Chazan, comme la plupart des autres rabbins séfarades, se voit dans la continuité des sages du Talmud, c'est-à-dire qu'ils sont conscients, ils les voient comme des figures d'autorité, évidemment, mais ils pensent qu'eux aussi ont encore cette capacité d'interprétation qui est nécessaire à un judaïsme saint de génération en génération. Alors, on va voir ça tout de suite dans un exemple un peu différent. Donc, on a ce dialogue autour de la prière et on a donc un membre de l'Assemblée qui intervient et qui intervient en fait pour proposer des réformes dans la prière et pour proposer des réformes totales, c'est-à-dire pour proposer l'annulation de certaines coutumes et notamment de la répétition de la Hamida, avec l'argument très souvent développé par les courants réformateurs à cette époque-là, qui est l'argument en fait d'une restauration, de revenir à des coutumes ancestrales en faisant fi de 2000 ans de tradition, et donc de dire, lorsque la Grande Assemblée, à l'époque qu'on estime avoir, à l'époque de la Mishnah, a instauré la prière, elle n'a pas instauré la répétition de la Mida, donc on peut l'abolir. Et ce à quoi le Rav Chazan répond quelque chose d'assez intéressant. Donc, je vais lire avec vous l'extrait, je le lis directement en français pour des questions de temps. La vérité est que, de la même façon qu'on ne peut permettre ce qui est interdit, on ne peut pas non plus interdire ce qui est permis. En hébreu, il dit Ine emet, shekeshem she'asur la'atir et isur, car asur la'asor et amutar. On ne peut pas non plus, on peut pas interdire ce qui est permis. Donc ça, c'est pour l'instant une critique, on va dire, du réactionnarisme. Ces deux règles se valent strictement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interdire ce qui est permis est tout aussi dangereux que de permettre ce qui est interdit. Autrement dit, la réaction à la réforme est tout aussi dangereux que la réforme elle-même. De plus, tout celui qui exagère dans la dévotion, en s'imposant une chose à laquelle il n'est pas astreint, est appelé idiot. Alors là, on sent pour l'instant toute la critique, on sent la critique latente de, encore une fois, ce qu'on pourrait appeler grossièrement l'orthodoxie réactionnaire de cette époque. Donc d'abord, interdire ce qui est permis. Deuxièmement, prendre ce qu'on appelle aujourd'hui des khumrot, c'est-à-dire ajouter des interdits sur interdits pour se monter plus strict que ce que la règle exige. Et donc c'est souvent vu positivement, c'est vu comme quelqu'un d'extrêmement pieux qui prend sur lui de nouveaux interdits. Le Rav Chazan dit, le critique dit que de son point de vue, c'est une idiotie, c'est une bêtise de faire ça, et surtout c'est interdit de faire ça à la communauté. Ainsi, il est évident que les sages d'Israël n'ont pas à interdire ce qui est autorisé, ni à peser sur la communauté avec des khumrot superflus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, non seulement la personne n'a pas à s'interdire elle-même des choses qui sont autorisées, mais surtout, les rabbins n'ont pas à imposer à leur communauté des pratiques beaucoup trop strictes pour la collectivité. Par le leadership que prône ici le Rav Eliyahu Chazan, c'est un leadership qui tente d'aider la communauté et qui ne va pas imposer à la communauté de nouveaux interdits. Mais sache cependant que de nombreuses règles dans la Torah dépendent du lieu et des gens. La capacité à adapter la règle dépend des maîtres locaux qui savent quand assouplir la règle et quand la rétablir comme il se doit lorsque l'élément perturbateur n'est plus. Alors là, ça fait écho au texte qu'on a lu juste avant. Et j'aimerais quand même mettre l'accent sur un autre point qui, à mes yeux, a malheureusement disparu à notre époque et qui est très important ici, qui est le leadership local. Le Rav Eliyahu Chazan nous dit, dans une large mesure, les rabbins locaux sont ceux qui doivent trancher et sont aussi ceux qui sont censés être conscients des problématiques de leur communauté. Déjà à son époque, je pense que c'est le début du phénomène qu'on peut appeler le phénomène de globalisation de la halakha, à savoir qu'avec la facilité dans les voies de communication, on a aussi l'apparition de figures assez centralisées qui vivent très loin, qui vivent par exemple à Vilna,
en Pologne et qui vont être consultés par des rabbins français, par des rabbins anglais, par des rabbins d'Israël et vont statuer sans être conscients des réalités du terrain et qui vont parfois statuer d'une façon qui n'est pas adaptée à la communauté. Cette chose-là, le Rav Eliyahu Chazan la critique et je pense que cette chose-là, on la voit beaucoup à notre époque, elle s'est beaucoup accentuée avec les décennies. On a cette vision aujourd'hui, il y a même un mot pour ça aujourd'hui, qui est un mot assez nouveau dans la tradition juive, le mot de Gadol Hador, qui vient nous dire qu'il y a une autorité centralisée, qui est et en général, c'est vraiment un héritage de l'orthodoxie ashkénaze, qui en général est assez coupée du monde, qui passe son temps à étudier, et on pense que c'est elle qui peut décider sur des questions qui sont liées, par exemple, à peut-on faire ou pas un hérouv à Paris, qui a pour une question qui n'a rien à voir avec la situation des Juifs qui vivent à Bnei Brak en Israël. Et donc cette idée-là ici est critiquée par le Rav Eliyahu Chazan, qui lui nous dit ce sont aux rabbins locaux d'abord de se prononcer et aussi et la halakha doit être tranchée en tenant compte du contexte particulier de la communauté. Et la citation se finit, et là elle se finit avec une critique de la réforme, on va dire radicale. Concernant ce point, tout dépend donc du leader communautaire qui agit avec crainte du ciel en fonction des besoins du moment. Mais à Dieu ne plaise de faire de cela une règle générale. Une telle chose ne peut se faire en Israël, cela serait une grande révolte. Et sur ce point, tous les sages d'Israël s'unissent dans une protestation commune. À quoi fait-il allusion à la fin? Je rappelle que le contexte, c'est peut-on supprimer la répétition de la Hamida? Et la réponse du Rav Eliyahu Chazan, en substance, elle dit la chose suivante. Elle dit, c'est possible que oui. C'est possible que dans certaines communautés, et en fait dans le texte, j'ai sauté un passage où il cite des exemples, il va dire en Afrique du Nord, il y a certaines communautés qui ont supprimé la répétition de la Hamida à certains moments. Je pense que par exemple, dans beaucoup de communautés marocaines jusqu'à aujourd'hui, le Shabbat matin, on a tendance à ne pas faire la répétition au moment du Moussaf parce que la prière est longue et parce que ça alourdit la prière. Donc on se rappelle ce que dit le Rav Eliyahu Chazan sur l'importance de ne pas peser sur le public. Mais nous dit le Rav Eliyahu Chazan, cette chose-là ne peut pas être une règle générale. On ne peut pas créer une règle générale qui va dire la répétition de la Hamida n'existe plus. Là, je pense qu'il y a un point important qui est dans la nuance et qui est un point qu'on rate souvent dans les débats jusqu'à aujourd'hui, dans ces débats sur les changements à l'Afrique. Ce point-là, c'est changer une règle, adapter une règle et abolir une règle, c'est pas la même chose. Abolir une règle, c'est nous dire qu'une règle va être entièrement, on va supprimer un article complet de la tradition halachique, on va dire cette chose-là n'existe plus. Adapter une règle, c'est réfléchir à la règle, réfléchir au contexte et réfléchir comment cette règle-là et ce contexte-là peuvent trouver un terrain d'entente en ayant conscience que le contexte peut changer et que la règle peut revenir. Si je prends comme exemple la répétition de la Hamida, a priori, c'est quelque chose qui a une raison et qui a une raison positive. Je pense dans les détails maintenant de la raison de la répétition de la Hamida. Nous dit Rav Eliyahu Chazan, a priori, il faut la faire. Si cette chose-là a un impact négatif sur la collectivité, on peut la suspendre, mais on ne peut pas l'abolir. Et tôt ou tard, à un certain moment, cette chose-là peut revenir, elle peut être rétablie lorsque cela devient nécessaire. Alors, je prends juste les questions que j'ai reçues dans le chat. Ok, on a une remarque sur Promoa Techamor, merci pour ça. Oui, effectivement, Vina est en Lituanie pour Pologne, c'est vrai, je m'excuse pour mon erreur. Je voulais dire Varsovie, Varsha en hébreu, peu importe. Et effectivement, les frontières de l'Europe de l'Est ont beaucoup bougé, mais Vina, déjà à cette époque, n'était pas en Pologne. C'était une erreur de ma part. S'il y a des questions sur ce passage, je vous invite à les poser dans le chat toujours. Et donc, ce que je voulais montrer à travers cet exemple-là, à travers donc, ce deuxième texte-là, c'est une sorte. D'abord, c'est un exemple un peu plus concret de ce qu'on a vu avant, et aussi une imitation. Une différence entre abolition et entre adaptation, qui, à mon avis, ici est importante, et dans une large mesure, lorsqu'on s'intéresse à la halakha chez les décisionnaires séfarades de cette époque-là, on voit beaucoup d'adaptation et peu d'abolition. Ce qui n'est pas du tout la même chose, mais d'un autre côté, aussi une critique de ce qu'on pourrait appeler la fixation de la halakha. C'est ça qui l'ouvre. Ne pas adapter la halakha, c'est aussi prendre le risque de la rendre mortifère et de la rendre inapplicable pour la majorité de la communauté. J'ai pris l'exemple du héros, j'avoue que c'est un exemple que j'ai beaucoup en tête ces derniers temps pour des raisons personnelles, mais je pense que dans une large mesure, c'est quelque chose que les Juifs qui vivent à Paris peut-être réalisent peut-être eux-mêmes au quotidien. Lorsqu'il n'y a pas un hérouv qui permet aux Juifs de porter pendant Shabbat, lorsqu'on refuse de créer un hérouv en se basant sur des avis plus permissifs parce que des avis stricts l'interdisent, c'est vrai, et ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'une bonne partie de la communauté ne respecte pas du tout les règles d'hérouv,
et en fait porte durant Shabbat dans la transgression totale de la halakha. Et une partie des gens qui respectent ces règles-là en payent un prix extrêmement fort. Et là, en l'occurrence, parce qu'on parle du Hérouv, là, je pense que c'est surtout les femmes juives qui payent ce prix, puisque en général, c'est elles qui restent enfermées à la maison avec les enfants lorsque les hommes vont à la synagogue pour les prières du Shabbat. Et donc, c'est typiquement ce genre de choses qui sont critiquées par le Rav Eliyahu Chazan ici. J'arrive à mon dernier extrait pour ce soir. Alors, je parle juste, encore une fois, le chat. Alors, juste pour donc, la remarque qu'on a eue dans le chat sur la différence entre dirigeants communautaires et dirigeants religieux. Alors, moi, je dirais un peu différemment. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut faire la distinction entre les rabbins de communauté, les rabbins, les décisionnaires, et ce que j'appellerais les rabbins spécialisés, les rochers shivot, les rabbins, j'avais appelé ça dans un post Facebook récent, j'ai appelé ça les rabbins académiciens. C'est-à-dire qu'il y a des rabbins qui sont là pour faire de la théorie, et c'est tout à fait noble et beau, c'est-à-dire qu'ils écrivent des livres d'érudition juive avec lesquels ils débattent dans un cadre de yeshiva avec des étudiants yeshiva qui, comme eux, réfléchissent à ces cas-là de façon théorique. Mais ces personnes-là ne sont pas sur le terrain. Et les questions d'halakha, dans le monde séfarade, étaient clairement posées aux rabbins communautaires, c'est-à-dire aux décisionnaires, qui, eux, sont conscients de la réalité du terrain et qui, eux, ne vont pas répondre d'une façon théorique, mais d'une façon concrète. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas répondre en disant « Ah, un avis X ou Y a émis l'objection X ou Y ». Ils ne vont pas répondre d'une façon théorique en disant « Comme il y a un doute qui apparaît dans mon interprétation de telle musique, alors je ne vais pas autoriser cette chose-là, excusez-moi. » Mais ils vont y répondre d'une façon pragmatique en ayant en tête les différents avis à travers les siècles. Et lorsqu'il y a un problème qui se pose, en n'hésitant jamais à se baser sur un avis permissif, même si cet avis-là n'est pas l'avis majoritaire, et même si cet avis-là n'est pas l'avis le plus convaincant, parfois d'un point de vue, on va dire, théorique, parce que le contexte le demande, et parce que, comme on dit en hébreu, l'expression c'est « yesh al mi lismor », il y a sur qui s'appuyer. Et s'il y a sur qui s'appuyer, il n'y a pas de raison de faire souffrir la collectivité, et notamment de créer des cas qui parfois sont des cas insupportables ou immoraux. Encore une fois, ce qu'on pense aux femmes agounot, par exemple. OK. J'arrive donc au dernier texte que je vous ai apporté ce soir et qui parle justement donc des divisions idéologiques. Et là, encore une fois, donc on a en tête que le Rav Eliyahu Chazan est conscient de ces divisions-là qui apparaissent dans le monde ashkénaze et tente et aimerait leur trouver une solution. Alors là, on a un regard qui est quand même assez naïf, il faut le dire, mais qui est un regard assez intéressant. Puisque donc là, on a une sorte de plaidoyer, un plaidoyer du Rav Eliyahu Chazan pour tenter de régler les dissensions au sein du monde juif, et notamment du monde juif ashkénaze. Pour comprendre ce texte, il faut avoir en tête que jusqu'à ce moment-là, dans le monde juif séfarade, on respecte encore beaucoup les autorités locales et par conséquent, il n'y a pas de dissension importante. C'est-à-dire qu'il y a différents avis, comme partout, il y a différents courants, c'est-à-dire qu'il y a des rabbins qui tranchent la halakha en se basant sur des traditions kabbalistes. Il y a des rabbins qui rejettent la Kabbalah, qui sont des rabbins très rationalistes. Il y a des rabbins qui sont très permissifs, d'autres qui sont très stricts, etc. Mais ces rabbins-là, on va dire, se respectent mutuellement et respectent l'autorité locale de chacun. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de hiérarchie locale et aucun rabbin, un rabbin de Fès ne se permettrait pas de contester l'autorité locale du grand rabbin d'Oran ou du grand rabbin d'Alexandrie, par exemple. Et par conséquent, il y a une sorte de pluralisme interne qui fait que malgré les différences, malgré les voix différentes, il y a une cohésion interne où chaque décision est respectée pour ce qu'elle est. À cette époque-là, comme tout le monde le sait, en Europe, la situation est très différente. On a toute une liste de courants qui se combattent les uns les autres et des dissensions idéologiques très très fortes. Et le Rav Eliyahu Chazan vient ici avec un regard un peu naïf en disant la chose suivante. Ubechen, Ana, Achai bet Israël, Bnei Ish Echad, Ad Matai, Yepirud Da'atenu le Mokesh. Ad Ana, Irbu Machloket be Israël. Mes frères d'Israël, fils d'un même homme, jusqu'à quand nos avis divergents seront un obstacle? Jusqu'à quand se multiplieront les controverses en Israël? J'ai entendu bien des plaintes et mon ventre s'en retourne. Ceux-là accusent les Allemands, ceux-ci les Français. Les autres disent que c'est les Anglais qui sont responsables de la division, et la majorité s'accorde à dire que c'est à cause des talmudistes de Pologne et de Turquie,
car aucun parmi eux n'accepte de lâcher prise, ne serait-ce que sur une petite barrière trop lourde pour l'ensemble de l'Assemblée. Voilà ce que j'ai entendu et ce qui m'attriste. Donc, évidemment, ici, il décrit les dissensions au sein du monde juif et il décrit le fait que chacun s'accuse. Chacun dit, c'est pas moi, c'est l'autre qui a commencé. Les juifs français, avec leur vision du judaïsme, se défendent de créer la dissension et disent, tout est à cause des juifs polonais beaucoup trop stricts. Les Allemands, les Turcs, etc. Donc, une sorte de monde juif où, ici, le Rav Chazan le décrit comme des combats entre peuples, enfin, ou comme plutôt tout ça, au sein du même peuple, par des combats entre juifs de différentes nationalités. On peut le décrire comme évidemment des combats idéologiques. Et nous dit le Rav Chazan, mais voilà aussi ma proposition, que chaque assemblée, que chaque groupe idéologique, rabbinique, talmudique, philosophique, là c'est intéressant de voir qu'il prend aussi en compte le fait que tous les groupes ne sont plus des groupes qui sont des groupes entre guillemets religieux. Il est conscient qu'il y a des groupes qui sont en dehors de la tradition religieuse. Il appelle ça ici des groupes philosophiques. Donc que chaque groupe choisisse un représentant respectable et que tous se rencontrent, le mois d'Adar prochain, dans la grande cité de Tunis. Tous ensemble, nous mettrons fin au khumrot superflu qui divise les Juifs entre eux. Nous éclaircirons les choses devenues invivables pour eux. Nous arriverons à un commun accord pour toutes les communautés et ainsi l'union sera rétablie. Il n'y aura plus ni séfarade, ni ashkénaze, ni oriental, ni maghrébin, car nous sommes tous les créatures d'un même Dieu et les fils d'un même Père. Alors, donc, la proposition, elle est assez claire. La proposition, c'est de faire on pourrait dire une sorte de grand Sanhédrin où les Juifs de tout courant et de toute tendance se rencontreront et débattront ensemble pour arriver à un commun accord sur une pratique commune et surtout sur une pratique commune, enfin sur une vision commune de la pratique du judaïsme, puisque c'est ça qui divise en général les différents Juifs. Le Rav Chazan pense qu'un des problèmes, c'est évidemment, c'est pas uniquement les volontés réformistes, c'est aussi, il le dit clairement, la mise en place de coutumes, de ce qu'il appelle de khumrot, qui rendent le judaïsme très lourd et qui peut-être, de son point de vue, crée un phénomène inverse, à savoir, il y a toujours la question de l'œuf et la poule, à savoir, est-ce que, comme le judaïsme halachique devient insupportable, se crée la réforme, ou comme se crée la réforme, alors un judaïsme réactionnaire et beaucoup plus strict se crée. On ne saura jamais qui a commencé, entre guillemets. Mais le Rav Chazan, avec son regard, dit mettons-nous tous ensemble et tentons de régler ces problèmes-là une bonne fois pour toutes, tentons de dépasser nos divisions. Et il parle ici à la fin clairement des divisions aussi entre les différents courants séfarades, ashkénazes, orientales et maghrébins, c'est-à-dire que à ce moment-là où les Juifs commencent à se rencontrer aussi, je rappelle que le Rav Chazan vit une bonne partie de sa vie en Israël et passe dans des pays comme l'Algérie, à savoir des endroits où il y a déjà plusieurs communautés juives. En Israël, à cette époque-là, dans la terre d'Israël, à Jérusalem, il y a une communauté juive séfarade ottomane, une communauté juive marocaine, une communauté juive ashkénaze, et aussi des juifs qui commencent à être influencés par la Haskalah. En Algérie, il y a une rencontre qu'il connaît et qu'il décrit entre le judaïsme français de cette époque-là et le judaïsme local. Et nous dit le Rav Chazan, dépassons tout ça. Il finit aussi avec, à mon avis, en fait, avec une paraphrase d'un verset du prophète Malachi, si je ne me trompe pas, qui est Elechad Baranu, Vavechad le Kulanu. Ce verset il est assez intéressant parce qu'à mon avis, il y a aussi ici un clin d'œil au judaïsme, aux tendances progressistes et réformatrices du judaïsme de cette époque-là. C'est un verset qui est très aimé par les juifs. Donc, c'est un verset qu'on trouve dans pas mal de synagogues allemandes et aussi quelques synagogues consistoriales au XIXe siècle. Et en général, ça fait allusion. C'est un verset utilisé d'une façon très apologétique, en général pour parler de l'union entre les juifs et donc les nouveaux citoyens juifs français, juifs allemands, etc., et les citoyens non juifs. Donc c'est en général un verset qui est utilisé en dehors du contexte juif pour dire, donc les juifs français vont l'utiliser pour dire à leurs voisins chrétiens, ne sommes-nous pas les fils d'un même Dieu, d'un même Père, les créatures d'un même Dieu, donc cette volonté d'intégrer la cité, d'intégrer la citoyenneté. Et ici, le Rav Chazan, à mon avis, de façon consciente, reprend ce verset-là et l'utilise en disant, avant de faire la paix avec le monde entier, commençons déjà à faire la paix chez nous. C'est-à-dire, commençons déjà, nous, les différents juifs, à être capables de vivre l'un avec l'autre. C'est beau d'utiliser ce verset pour parler de l'union entre juifs et non-juifs, mais on a bien du mal à l'utiliser déjà en interne. Et donc, il y a cette proposition-là qui est un peu naïve, mais je dois dire pour l'anecdote et pour la fin, que cette proposition-là, le Rav Chazan va tenter de la mettre en application très concrètement. Donc là, dans le livre, il parle de le faire à Tunis, parce que le livre se passe le récit se passe en Tunisie.
Mais dans les faits, en 1903, le Rav Eliezer Chazan va organiser pour de vrai une conférence à Varsovie, je ne me trompe pas sur la ville, à Varsovie, en 1903, où il va inviter des rabbins et des penseurs de l'ensemble du monde juif, surtout du monde juif ashkénaze, dans les faits pour des raisons de géographie, à se rencontrer et à discuter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la dernière minute, la conférence va être annulée et plutôt va être boycottée. Et par qui elle va être boycottée? Par les voies les plus orthodoxes du judaïsme de Varsovie, donc par des rabbins qui vont s'opposer à la possibilité même d'un dialogue avec certains rabbins et certains penseurs moins orthodoxes qui étaient aussi invités à la conférence. Cet échange va quand même avoir lieu d'une façon plus intime et informelle à Varsovie avec le Rav Eliezer Chazan et quelques-uns de ces personnes-là. Malheureusement, je n'ai pas réussi à retrouver la trace de ces échanges-là qui pouvaient être intéressants. Et tout ça pour dire que le Rav Eliezer Chazan a vraiment essayé de le faire, malgré le regard, encore une fois, à la fois beau et naïf qu'on a dans ce texte à la fin. Et que s'il n'a pas réussi à le faire, ce n'est pas parce que lui n'a pas voulu, c'est aussi à cause du manque de motivation de part et d'autre. Je vais arrêter là ce cours-là sur le Rav Eliezer Chazan